Bonjour, bonjour mes chers amis, bonjour à tous les participants. Donc comme à l'accoutumée, on vous accueille aujourd'hui pour notre conférence de presse sur les résultats à fin juin 2021. Et c'est un grand plaisir que de vous avoir parmi nous. On aurait aimé vous avoir encore une fois physiquement, mais je pense que ça ne saurait tarder. En tous les cas, j'espère que la prochaine conférence qu'on tiendra, on la tiendra effectivement comme on la tenait avant, c'est-à-dire de façon normale, et donc en présentiel. Pour cette fois-ci, malheureusement, on la tiendra bien entendu à distance. Donc les résultats fin juin 2021, CH Bank se présentent de façon satisfaisante. On aura l'occasion de voir avec Siouns le détail des chiffres. Maintenant, ce premier semestre a été un semestre, encore une fois, j'ai envie de dire, particulier, puisque la pandémie a quand même ne s'est pas estompée, même si les mesures qui ont été mises en place ont permis de retrouver une certaine mobilité, une certaine activité économique. Pour notre part, nous avons été actifs dans l'accompagnement de nos clients à travers les produits qui ont été mis en place par l'État, notamment Daman Relance, Telaka, etc. Nous avons eu également une activité commerciale soutenue, notamment au niveau des dépôts et des crédits. On verra les chiffres. On a continué notre chemin sur l'enrichissement de la digitalisation au niveau de CH Bank, puisque on a eu au moins deux versions, avec une majeure au niveau de CH Mobile, qui notamment a introduit l'ouverture de compte à distance, ou j'ai envie de dire la nouvelle version de l'ouverture de compte à distance, qui est complètement, j'ai envie de dire, digitalisée de A à Z, où le client, une fois qu'il a terminé le process, peut quasiment de suite utiliser son compte puisqu'il a accès à son RIB. Nous avons également, durant ce premier semestre, fait quelques petites opérations d'optimisation, j'ai envie de dire, financière, puisque nous avons procédé au rachat du Crédit Loc 4, absolument, qui est un fonds de titrisation. Ce rachat est motivé par le fait que les encours nous sommes à la fin et que les encours deviennent très très faibles. Donc on les rachète pour éviter une gestion qui parfois peut être lourde par rapport aux encours en jeu. Enfin, peut-être dernier point, vous avez pu le constater, une optimisation de nos fonds propres en accord avec l'ABP. Nous sommes sortis, ou nous sommes en train de sortir, puisque on l'a annoncé dans la presse, de Maroc Leasing et de Maghreb Titrisation. Voilà pour ce premier semestre qui, malgré une présence encore de la pandémie, a été assez riche pour nous. Donc je passe la parole à Younes Zoubir pour nous présenter les chiffres et les indicateurs financiers. Merci Younes. Merci Président. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Donc comme l'a précisé Président, donc, nous aurons une présentation en 4 temps forts avec les faits marquants qui ont caractérisé le premier semestre, comme l'a rappelé Monsieur le Président. Donc nous avons une contribution active dans le financement de l'économie à travers les différents produits d'Aman Relance destinés à soutenir l'activité des entreprises, que ce soit les PME, les TPE ainsi que les grandes entreprises, mais particulièrement les TPME, et aussi à travers le programme Intelaka où la banque a accompagné les jeunes entrepreneurs et continue de le faire. Donc on a un lancement d'une nouvelle version de l'ouverture des comptes en ligne selon un process qui est entièrement digitalisé, basé sur des nouvelles technologies, entièrement sécurisées et respectant les exigences réglementaires en vigueur. Donc c'est un parcours simple, intuitif, sécurisé, en matière de reconnaissance faciale, de lecture optique des documents et de signature électronique.
On a continué à être proche de nos clients à travers l'enrichissement de nos offres et de nos fonctionnalités CH Mobile et CH Net, à travers de nouvelles applications, CH Max sur WhatsApp, carte World Elite, nouvelles fonctionnalités digitales, tout en maintenant aussi le développement de notre réseau où nous avons ouvert 3 nouvelles agences au cours de ce premier semestre. Et bien évidemment, comme l'a rappelé le Président, le rachat du fonds de titrisation Crédit Loc 4. Donc sans plus tarder, on passe au deuxième point qui concerne l'activité commerciale qui enregistre une performance par rapport à décembre 2020 puisque le total dépôt s'établit à 57 milliards en hausse de 6,8% par rapport à décembre 2020. L'essentiel de la collecte a été fait sur les ressources à vue qui représentent à peu près 77%. Soit une croissance de 8% par rapport à décembre de l'année dernière. En ce qui concerne les ressources marchés, donc, nous affichons un niveau de ressources marchés de 9 milliards, soit une hausse de 2,3, essentiellement due à la hausse de l'encours BSF, puisque, on va le voir par la suite, SOFAC a été très active en matière de recours à la dette privée dans une logique d'optimisation de coûts de refinancement. Bien évidemment, ce sont des chiffres consolidés à l'échelle du groupe. Si on examine les dépôts à vue de la banque sur base individuelle pour une comparaison par rapport à ce qui se passe dans le secteur, donc chiffres sociaux, donc nous avons un niveau de dépôt clientèle qui s'établit à 51 milliards, en hausse de 8,6%, dans un secteur qui affiche une hausse de 3,3%, donc une progression qui émane de la hausse des ressources à vue, puisque ceux-ci ont augmenté de 9,2% par rapport à un niveau de décembre. En ce qui concerne les emplois clientèle consolidés à l'échelle du groupe, donc nous avons un niveau d'encours de 66,9 milliards, en hausse de 6,3% par rapport à un niveau de décembre. Dans cette rubrique-là, CH Bank consolide la diversification qu'elle a lancée depuis quelques années, puisque les encours des crédits hors immobilier, comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, représentent désormais 52,8% contre 52% à fin d'année. Donc une hausse générée par les crédits hors immobilier, puisque ceux-ci sont passés de 32,7 milliards à 35,3 milliards, soit une hausse de 8%. Sur base individuelle et en comparant les chiffres sociaux de la banque versus le secteur, donc on a un niveau de crédit clientèle qui s'établit à 48 milliards, soit une hausse de 5,5 dans un secteur qui évolue de 3,5% sur la même période. Donc sans plus tarder, on passe aux chiffres des résultats, compte consolidé. Donc juste pour vous préciser, donc la seule modification qui a eu lieu sur le périmètre, c'est la réintégration de Crédit Loc 4, parce que c'est une opération était à la base consolidante. Maintenant, elle est intégrée directement puisqu'on a racheté le fonds. Donc quelques faits marquants concernant les filiales SOFAC, comme on a l'habitude de vous le présenter. Le secteur de crédit à la consommation connaît une bonne évolution des ventes de marché de l'automobile, puisque le niveau des unités vendues sur le premier semestre a atteint 94 000 unités vendues, bien évidemment avec un bon taux de pénétration de crédit. Donc dans ce contexte, SOFAC affiche de bonnes performances avec une production qui évolue de 75% par rapport à juin 2020. Tout cela a généré une croissance de la rentabilité avec un PNB qui croît de 22% pendant cette période pour atteindre 267 millions de dirhams. Optimisation de refinancement à travers le recours de marché d'une charge prospective à fin d'année. Concernant le secteur de la banque participative, donc c'est un secteur qui connaît une évolution de 25% des financements versus une évolution de 22% des ressources. Le financement sont dominés par Morabaha Habitat,
avec une proportion de 86%. Donc, bien évidemment, le secteur attend le lancement de Takaful avec le premier agrément de la CAPS qui est dans le pipe. Dans ce secteur-là, Omnia poursuit sa stratégie axée sur la proximité vis-à-vis de sa clientèle avec le développement de nouvelles agences. Désormais, le réseau est porté à 43 agences avec une progression de financement de l'habitat de 27%. Et progression des ressources clientèle de 27%, essentiellement sur les ressources à vue, puisque ceci affiche plus 16,1% et dépôt d'investissement plus 56%. Donc un PNB en amélioration par rapport à l'année dernière, avec un PNB qui s'établit à 20. Alors, ça a impacté l'ensemble de ces chiffres par la suite sur les agrégats du sans compte résultat. Et donc, comme vous le voyez, donc, à fin juin 2021, le résultat de Omnia consolidé qui s'établit à 95,2 milliards, plus 5,6%, essentiellement tiré par l'activité banque et services financiers spécialisés, avec un accroissement au niveau de l'actif des créances. Donc, une marge nette d'intérêt qui évolue de 23%, générée essentiellement par la partie bancaire et services financiers spécialisés. Ceci a généré une évolution du PNB, puisque le PNB est passé de 1,403 à 1,501, soit une évolution de 7%, avec dont notamment la contribution du CH Bank à travers 54 millions de dirhams, Sofac avec 37 millions de dirhams, et la variation de la contribution de Omnia avec plus 33 millions de dirhams. Donc juste pour rappeler dans les graphes en bas que vous avez, c'est-à-dire que c'est un PNB qui reste dominé par les marges d'intérêt à hauteur des 3/4, et que CH Bank contribue à hauteur de 75% sur ce PNB, 16% pour Sofac et 5% pour Omnia. Donc, un coût du risque qui affiche une baisse comparé à juin 2020, puisque celui-ci passe de 414,7 millions de dirhams à 220,9 millions de dirhams. Donc, une baisse générée par la contribution de Sofac et de CH Bank. Il faut rappeler qu'à fin d'année, l'année dernière, on a constitué une provision prospective dans le cadre des impacts de la pandémie. Et donc là, le coût du risque se comporte correctement à fin juin 2021. Tout cela nous donne un résultat net part de groupe de 265 millions de dirhams, donc soit une évolution de 479% par rapport à l'année dernière, avec comme principal contributeur la banque et les services financiers spécialisés, notamment CH Bank avec quasiment 200 millions de dirhams, 60 millions de dirhams pour le palier Sofac, ainsi que les autres filiales. Donc, en résumé, donc une marge d'intérêt qui évolue de 23%, un produit net bancaire qui évolue de 7%, des frais de gestion qui baissent d'une année à une autre, du moment que l'année dernière, il y avait le don fonds Covid qui était comptabilisé sur le premier semestre 2020 pour un montant de 150 millions de dirhams. Donc, d'où une évolution de l'RBE de 48% pour s'établir à 652, un coût du risque qui est en baisse et un résultat net consolidé qui s'établit à 275,9 et un résultat net part de groupe de 264,5 millions de dirhams. Donc, juste en bas, on vous a mis, si on neutralise la charge du don au don fonds Covid, quel serait l'impact sur le COEX? Le COEX serait toujours en amélioration de 1,5% pour avoir une évolution normative de cet indicateur. Quelques indicateurs sur les chiffres consolidés. Donc un taux de CES qui s'établit à 7,24 contre 7,67% sur une année glissante. Un taux du coût du risque qui baisse de 0,68% à 0,31%. Un ratio de solvabilité qui s'établit à 7,51. Je rappelle que le minimum réglementaire est de 8% et que Banque al-Maghreb nous a permis aux banques d'avoir un niveau de 7,50 jusqu'à juin 2022. Un ratio de solvabilité tier 1 qui s'établit à 9,03. Un ratio de solvabilité tier 2 qui s'établit à 14,20 contre 16,07. Sur la partie comptes sociaux, donc
Un total bilan qui évolue de 3,6% pour s'établir à 81,6 milliards. Donc une marge nette d'intérêt qui s'établit à 884 millions de dirhams, soit une évolution de 21% comparée à juin 2020. Cela a généré une progression du PNB de 11,6 pour s'établir à 1,263 milliards de dirhams, avec des charges générales d'exploitation qui évoluent de 3,2 pour s'établir à 675. Nous avons un résultat brut d'exploitation qui s'établit à quasiment 600 millions de dirhams, en évolution de 24% sur une année glissante. Le coût du risque baisse à fin juin pour s'établir à 176 millions de dirhams contre 304 millions de dirhams une année auparavant. Tout cela nous donne un résultat avant impôt de 391 millions de dirhams avec un résultat net de l'exercice de fin juin de 267 millions de dirhams, donc en amélioration par rapport à juin 2020. Donc un coefficient d'exploitation qui s'établit à 51,6%, donc lié à l'évolution de PNB et l'évolution maîtrisée des charges générales d'exploitation. Donc quelques indicateurs de rentabilité et de risque. Donc un taux de CES sur base sociale qui s'établit à 6,48 contre 7,21, amélioration de 73 points de base. Un taux de coût du risque de 0,30 contre 0,53, soit moins 23 points de base par rapport à juin 2020. Un coefficient de liquidité, le LCR, qui s'établit à 218,4. Je rappelle que le minimum réglementaire est de 100%. Un ratio de solvabilité CET1 qui s'établit à 8,19 sur base sociale. Un ratio de solvabilité Tier 1 qui s'établit à 9,92 contre 9,81 fin décembre. Et un ratio de solvabilité Tier 2 qui s'établit à 16,50 contre 17,52 à fin décembre. Donc, comme on a l'habitude de présenter dans notre conférence de presse, donc on a un slide qui présente le taux de couverture. Ce taux de couverture est de 59,1. Et donc, comme chaque arrêté, on fait l'exercice de voir quel est le niveau de couverture de nos créances, à la fois par les provisions, mais aussi par les garanties qui sont en face. Donc, si on prend les créances globales telles qu'elles sont couvertes par les ajouts réservés, provisions, dépôts et néantissements, on est à 59%. Quand on prend les créances hypothécaires uniquement par les provisions, on est à 56,2%. Mais quand on rajoute les garanties, on est à un niveau de 161,7% contre 160,7%. C'est-à-dire le niveau de couverture à la fois par les provisions et par la valeur des garanties, sachant qu'on fait un stress test sur les garanties hypothécaires telles qu'elles sont inscrites, puisqu'ils sont inscrites à la valeur historique. On fait un stress test sur l'expertise, en expertisant quelques échantillons. Et donc, on a un niveau de couverture de 149% par les valeurs des biens hypothéqués contre 146% à fin juin 2020. Voilà, Président, en ce qui concerne la présentation des arrêtés de compte à fin juin. Merci Younes. Donc, je pense que ça a été assez clair. On ouvre la séance des questions. Alors, j'en ai reçu apparemment quelques-unes déjà. Donc, je lis la question pour que tout le monde sait ça. Donc, alors la première, je pense que quels sont les secteurs qui sont prédominants dans notre portefeuille. Je pense que c'est ça la question. Donc portefeuille client. La deuxième, c'est, je vais en lire 3 comme ça. Après, on répondra. Est-ce qu'il y a de nouvelles opérations PCI dans le pipe? Quelles sont les perspectives du coût de risque pour le restant de l'année et sur 2022? Alors, on va répondre déjà sur ces 3 questions. En fait, on a entamé depuis quelques années une diversification dans notre portefeuille, mais avec cette diversification, la promotion immobilière reste quand même assez présente. Hein. Donc on a un encours qui tourne autour de 10 milliards, bon an, mal an, ça en fonction des remboursements des clients, mais pour un encours entreprise qui est peut-être à 15-16 milliards. C'est ça. Donc la promotion immobilière reste prédominante, bien entendu. Maintenant, sur le reste, nous sommes exposés sur l'ensemble des secteurs, j'ai envie de dire,
qui est représentatif de notre économie. Donc évidemment, on est dans le BTP, on est sur la santé, on est un petit peu dans l'agroalimentaire. Donc on est présent dans les principaux secteurs, j'ai envie de dire, de l'économie. Il n'y a rien de... un peu dans le tourisme, puisque nous sommes voilà, donc un portefeuille, je dirais, représentatif de l'économie marocaine. Hein, rien de, pas de, mis à part, bien sûr, la promotion immobilière, pas d'exposition forte sur un secteur plus qu'un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouvelles opérations au PCI dans le pipe? Alors, d'abord, nous sommes avec la CDG, les actionnaires de Hajar Invest, et Hajar Invest a communiqué récemment sur le nombre d'opérations qu'elle a faites depuis son avènement. Donc on est à 6 ou 7 opérations de mémoire. Parmi ces opérations, effectivement, il y a des opérations qui concernent directement le CIH, qui concernent les actifs d'exploitation du CIH, opérations que nous avons faites en 2020 en 2 étapes. Une première étape, je crois, qui a été faite en 2019 réellement, et une deuxième étape en 2020, et qui a couvert la quasi-totalité, j'ai envie de dire, du périmètre qu'on pouvait couvrir. Maintenant, nous avons un gros pipe avec pas mal, un gros pipe où ce sont des OPCI plutôt clientèle, d'accord, sur lesquels nous travaillons, bien sûr avec Hajar Invest, et qui probablement verront le jour dans les mois à venir. Perspective du coût du risque sur le restant de l'année et sur 2022. Alors, le deuxième semestre est important, d'accord. Je pense que la situation sanitaire et l'évolution de la situation sanitaire et comment elle va évoluer peut fortement impacter, j'ai envie de dire, le coût du risque. Dans quel sens? En fait, c'est que en 2020, nous avons procédé à un gros provisionnement sur l'ensemble des activités en stressant fortement, je dirais, le capital, comme à l'instar, je dirais, le secteur bancaire tout le secteur a fait cet exercice, tout le secteur bancaire a fait cet exercice, et nous-mêmes nous l'avons fait. Ça a donné lieu à de fortes provisions qu'on appelle les PRG, les fameux PRG. Alors, en fonction, évidemment, aujourd'hui, ces PRG sont encore maintenus dans nos comptes. Donc, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, ces PRG pourront ou pas être repris. Déjà, ça veut dire que sur ce premier semestre, il n'y a pas de reprise de PRG. Donc, probablement, sur le second semestre, on verra en fonction de la situation sanitaire. Voilà, si effectivement, notamment la mobilité internationale reprend avec un impact positif et une reprise sur le tourisme, bon, ça peut avoir effectivement un impact, mais positif, hein, sur le coût du risque. En termes d'ouverture d'agences dans de nouvelles villes, comment expliquer l'écart de croissance important entre les indicateurs CH et le secteur? Est-ce qu'il y a un effet de rattrapage commercial ou bien une prise de risque plus importante? Et puis, quel a été l'impact de l'entrée en vigueur de la directive BAM encadrant la gestion des opérations d'acquisition d'actifs par voie de datation-paiement sur vos fonds propres et ratio solvabilité? D'accord. Alors, on va répondre déjà à ces 3 questions. Quelles sont les perspectives CH Bank en termes d'ouverture? Bon, comme l'a dit Younes, on a ouvert 3 agences. Notre objectif est d'ouvrir une dizaine d'agences cette année. Alors, elles ne sont pas nécessairement orientées dans de nouvelles villes. Déjà, fin 2019, notre réseau avait une envergure qui touchait l'ensemble des villes, on va dire, importantes, et importantes du point de vue bancaire, bien sûr. Et donc, on est plutôt dans une logique de densification, avec quelques exceptions, peut-être oui sur certaines petites villes, mais on est plutôt dans une logique de densification. Donc fin d'année, ça sera une dizaine d'agences. Dans nos objectifs, on est plutôt, aujourd'hui, on est à 310 peut-être 310 agences, voilà, on me souffle le chiffre. Probablement, enfin, notre objectif est de dépasser la barre des 350 à l'horizon 2024-2025. Voilà. Alors, comment expliquer l'écart de croissance important entre les indicateurs CIH et le secteur? Est-ce qu'il y a un effet de rattrapage commercial ou bien
une prise de risque plus importante. Bon, je pense que c'est le fruit d'un travail qui a été entamé depuis quelques temps, que ce soit en termes de croissance de réseau, puisqu'on vient de parler de croissance de réseau, mais aussi en termes de process, d'accord, notamment par rapport à la digitalisation. Je dis ça bien sûr par rapport à la digitalisation. Nos encours évoluent effectivement sur les ressources à entre 6 et 7% contre un secteur qui fait entre 3 et 4%. À peu près de la même façon d'ailleurs sur les crédits. Mais je crois qu'au-delà des pourcentages, il faut regarder aussi les montants en valeur absolue. Je crois que les montants en valeur absolue ne sont pas... Je veux dire, bien sûr, pour nous, ils dénotent d'une activité commerciale qui est active et qui est forte. Mais bon, nous restons, je dirais... Nous ne restons pas le premier acteur de la place, loin de là. Donc voilà, nos évolutions sont le fruit d'un travail qui a été entamé depuis pas mal de temps. Alors, est-ce que c'est une prise de risque plus importante? Non, c'est plutôt une intervention dans des secteurs économiques où avant nous n'étions pas. Donc plutôt, on vient plutôt prendre des positions sur des risques qui sont plutôt de bonne qualité. Voilà. L'impact en vigueur de l'entrée en vigueur de la directive BAM sur ce qu'on appelle chez nous le PHE, le patrimoine hors exploitation, vient réglementer les actifs immobiliers, principalement, qui sont pris dans le cadre de dations en paiement ou de rémérés d'ailleurs. Ça pas là aussi, c'est que quand on a une créance dans notre bilan, ça nous consomme 8% de nos fonds propres, pour faire simple, 8, voilà. Alors, quand on transforme ça je dirais en actif immobilier, c'est-à-dire on transforme notre créance et on prend possession de l'actif immobilier, Banque El Maghreb n'est pas de détenir des actifs immobiliers dans notre bilan sur le marché. Et la façon de nous encourager, c'est plutôt de faire en sorte que la consommation en fonds propres liée à ces actifs, elle va augmenter. Et donc obérer, j'ai envie de dire, la capacité de la banque à faire du crédit en fonction du délai de détention de ces actifs. Donc typiquement, un actif qui va rentrer la première année dans notre bilan va consommer la même chose, j'ai envie de dire, que la créance qu'il remplace. Par contre, s'il reste au-delà, je crois, le taux le plus élevé, c'est qu'on arrive à 250%. C'est-à-dire 2 fois et demi ce que consommerait la créance. Donc si vous avez une créance de 100, elle vous consomme 8 en fonds propres. Si vous la transformez avec un actif au-delà de toute problématique de valeur, qui vaut également 100, si vous la première année, il va valoir 8, et puis après, de façon progressive, il peut aller jusqu'à 2,5 fois 8, donc c'est-à-dire 20%. C'est-à-dire 20. Voilà. Et donc, ça vient obérer, j'ai envie de dire, et consommer plus de fonds propres qu'il a. Donc ça, c'est le principe et c'est la directive de Banque El Maghreb, mais vraiment de façon simple. Et évidemment, comme ça vient obérer notre capacité, ça a un impact également sur nos fonds propres. Alors, Banque El Maghreb nous a demandé d'évaluer cet impact sur le stock, parce que les banques avaient déjà un stock. Donc, nous avons fait ce travail-là, et Banque El Maghreb nous a donné, je crois, 4 ans, c'est bien ça, 4 ans pour, j'ai envie de dire, mettre à jour la consommation en fonds propres liée à ces de façon progressive. C'est-à-dire, si, typiquement, alors le chiffre que nous avons eu, nous, c'est 200 millions à peu près, c'est ça? À peu près 200 millions. Donc, ces 200 millions de dirhams, en fait, ne vont pas venir en one shot en diminution de nos fonds propres, mais vont venir progressivement, 20% la première année et 20% chaque année supplémentaire, chaque année, c'est ça, 25%, voilà, on me souffle 25% la première année, et puis 50% la deuxième année, 75% jusqu'à arriver à 100%, voilà. Donc ces chiffres-là sont intégrés effectivement dans le calcul de nos ratios de solvabilité. Alors, d'autres questions. Quel est le projet de création d'un pôle financier public regroupant la banque CAM, le Barid Bank, CDG Capital? Quel devrait être l'impact de ce projet sur CIH, une éventuelle fusion de ces entités? Qu'est-ce qu'on sait? Après, il y a qu'est-ce qu'on sait et il y a ce sur quoi on peut
on peut supputer, j'ai envie de dire, et spéculer. Bon, en tout état de cause, ce qu'on sait, donc là, c'est que dirigé par l'État, qui s'appelle l'Agence de l'entreprise publique, dont l'objectif est de regrouper l'ensemble des participations de l'État dans les différents secteurs de l'économie. Alors, ça sera, ce regroupement donc, va se faire évidemment de façon progressive. Et surtout, il va être organisé en secteurs. Et donc, il y a évidemment un secteur financier. Et donc, un secteur financier qui va regrouper les différentes participations de l'État, de façon directe ou indirecte, dans les j'ai envie de dire, dans les banques ou organismes de financement. Donc effectivement, il y a le CIH qui est concerné, puisque nous sommes détenus par la CDG essentiellement, qui elle-même donc est un établissement public. Il y a CAM, il y a Berit Bank, il y a CDG Capital, mais il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas, il y a peut-être le FEC. Sincèrement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il me semble que aujourd'hui, ce regroupement est un regroupement de holding, c'est-à-dire que finalement, l'objectif de l'opération, c'est de créer une holding dans laquelle seront regroupées ces entités-là. Enfin, en tous les cas, c'est ce que nous avons compris, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan de fusion, qu'il n'y a pas de plan de quoi que ce soit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, enfin, il me semble là aussi que si cette opération est faite, c'est pour créer des synergies entre ces entités qui chacune a une marque qui est très forte. Le Berit Bank a une marque qui est extrêmement forte, Crédit Agricole a une marque qui est extrêmement forte, CIH a une marque qui est extrêmement forte, CDG Capital également. Donc je pense que l'objet n'est pas de détruire de la valeur, mais plutôt de créer des synergies qui vont créer de la valeur pour tout un chacun, pour chaque entité et bien entendu pour l'État in fine. Beaucoup de choses peuvent être faites au niveau des back-office, beaucoup de choses peuvent être faites sur les réseaux de distribution spécialisés, je pense au crédit conso, je pense au crédit immobilier, bon bref. Mais tout cela n'est pas encore arrêté et je pense que il y aura du travail à faire et une fois que, bien entendu, les responsables seront désignés et que tout cela sera mis en place. Voilà. Alors, dans quelle mesure la suppression de l'exonération des droits d'enregistrement en juin 2021 a-t-elle impacté la demande de crédit immobilier? Est-ce qu'elle a eu un rôle significatif dans le crédit de logement en 2020 et 2021? Oui, je pense, oui. Je réponds rapidement, oui, je pense. On le voit fortement, enfin, elle a eu d'ailleurs un effet qu'on appelle chez nous effet vignette, parce que je dirais d'accalmie en juillet, août, et là ça commence à reprendre. Ça a eu un effet, et voilà, moi j'ai le sentiment que ça a eu un effet de ne pas arrêter la demande de crédit immobilier pendant une période qui était quand même un peu particulière. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revenir au même niveau qu'on avait. Donc, voilà, ça n'a pas créé une nouvelle demande, il me semble. Moi, c'est que ça a évité à ce que la demande qui existait ne s'arrête de façon brutale à un moment donné où la mobilité n'était pas au rendez-vous. Il y a aussi, ce n'est pas tout qui explique ça, c'est aussi le fait que sur certains segments, on a constaté qu'il y a eu une nouvelle demande malgré tout, hein, ça peut paraître paradoxal, mais il y a eu une nouvelle demande parce qu'avec l'histoire du confinement, les familles qui hésitaient à changer, de passer d'appartement à maison individuelle, ont franchi le pas. On a eu une forte demande, il y a eu, enfin, c'est ce que constatent également les promoteurs, une forte demande sur les maisons individuelles à budget abordable. Quel est l'encours des demandes de report des échéances par les clients touchés par la crise économique due à la pandémie? Alors, je ne sais pas si tu as le chiffre, Brahim, mais on avait déjà communiqué sur ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt, est-ce que ces reports d'échéance sont arrivés à échéance? Est-ce que les gens payent correctement? Bon, un des gros encours que nous avons, nous, c'est l'encours qui concerne les crédits Fogarim, et qui évidemment concerne une population qui est fragile du point de vue de ses revenus.
nous avons constaté finalement un bon comportement et que le report d'échéance a été très utile puisque les gens ont pu souffler pendant le report d'échéance et que quand les gens devaient repayer, ça a repris et finalement évidemment il y a toujours une petite augmentation, mais bon, c'est pas vu la qualité, j'ai envie de dire, du portefeuille et puis vu la nature aussi des clients, je ne pense pas qu'il y a d'alerte à ce niveau-là, et en tous les cas j'espère que ça va continuer comme ça. Tu as un chiffre, Abraham? Combien? 7 milliards à peu près, voilà, on me dit 7 milliards. Quel est le prix de l'acquisition du fonds mentionné? Vous parlez, j'imagine, de Crédit Loc 4. Ah ouais. Donc, Younes va nous donner la réponse. Pensez-vous que vous serez sur le même trend durant le second semestre concernant les résultats? Quel est le prix de l'acquisition du fonds mentionné en début de... C'est ça, oui. Quelles sont les principales innovations technologiques à venir? Y a-t-il du potentiel à développer pour maintenir votre démarrage par rapport à la concurrence au niveau digital? Auriez-vous une idée sur l'année cible d'atteinte du point mort pour la filiale Omnia Bank? Bon, on va déjà répondre à ces 4. Alors peut-être le prix de l'acquisition, Younes? Je rappelle, Président, que c'est un fonds qui a été lancé en 2014, Crédit Loc 4, pour un montant nominal de 1,2 milliard et que, tel que le prévoit le règlement de gestion, dès qu'on atteint 10% du CRD, donc on peut procéder au rachat de ce fonds-là. Ce fonds-là a été racheté à un montant de 94 millions de dirhams, qui est le reliquat des créances au 30 juin 2021. C'est 94 millions de dirhams. Pensez-vous que vous serez sur le même trend? Alors, oui, mais bon, j'attire votre attention que sur les résultats du premier semestre, les résultats du premier semestre comprennent les dividendes des différentes filiales que nous avons. Donc voilà. Mais en général, voilà, il y a ce phénomène-là, j'ai envie de dire, mais en général, l'autre phénomène qu'il y a, en nous limitant notre raisonnement, en le limitant au PNB, sans aller sur le coût du risque, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on a dit que le coût du risque pouvait varier. C'est que en général le second semestre est meilleur que le premier semestre, naturellement, puisque les encours évoluent. Mais attention, dans le premier semestre, nous avons les dividendes de nos filiales. Quelles sont les principales innovations technologiques à venir? Y a-t-il du potentiel à développer pour... Oui, nous pensons que les évolutions technologiques, il y en a encore. On aura des annonces à faire prochainement qui vont notamment dans le métier du paiement. On annoncera des choses. Je pense que les gens travaillent fortement là-dessus. Les tests sont en cours. Bon, je n'ai pas envie d'en parler maintenant puisque sinon on enlèvera l'effet de surprise. Donc on annoncera des choses, ça, le 4e trimestre sur cela. Y a-t-il du potentiel? Oui, je pense que de manière générale, il y a du potentiel dans la digitalisation. Nous préparons une version qui va sortir, je pense, fin septembre, là, ces jours-ci, une version de CIH Mobile pour les particuliers, qui va comporter beaucoup de nouveautés. Une des nouveautés, c'est la capacité, la possibilité donnée à nos clients de pouvoir gérer leur virement permanent. On sait que parfois c'est des soucis, puisque quand vous avez votre virement, vous avez un virement permanent, parfois les clients peuvent oublier d'alimenter leur compte. Donc le fait justement de les avoir à leur disposition, d'abord ils peuvent les exécuter. Si jamais le virement n'est pas exécuté pour une raison ou une autre, notamment la provision n'est pas suffisante, il est informé, et le client est informé. Donc je pense que ce sont vraiment des choses simples qui simplifient la vie des gens. Et donc typiquement la prochaine version, je crois qu'on est les premiers à avoir cette gestion au niveau de l'application mobile, sera là. Bon, un des exemples. Auriez-vous une idée sur l'année cible d'atteinte du point mort pour la filiale Omnia Bank? Oui. Nous pensons atteindre notre point mort, ou le break, voilà, probablement 2025. Voilà, j'ai presque envie de dire plus ou moins une année, mais voilà, probablement 2025 on a. Bon, vous avez vu, le PNB, il est passé de 35 à 70, il a doublé pratiquement entre l'année dernière et cette année sur la même période. Omnia Bank se porte bien. Sur le marché de la banque participative,
aux alentours de 25%, que ce soit sur les crédits ou les emplois, ou les ressources, pardon. Comment expliquez-vous le bond de plus de 23% de la marge d'intérêt? Quelle a été l'évolution de la marge sur les commissions et sur les résultats sur les opérations du marché? Je pense que Younes peut répondre à cette question. Pour l'effet volume et l'effet taux, bon, on pourra en parler un petit peu, juste pour dire que le volume a permis d'augmenter, les taux ont été stabilisés, donc il n'y a pas de... La diminution du risque au S1 2021 provient-elle uniquement de l'amélioration de la situation économique? Pensez-vous que cette tendance devrait se poursuivre sur le S2? Quels devraient être les relais de croissance de la banque aujourd'hui? Qu'en est-il des dispositifs de relance? Et à combien s'élèvent les crédits octroyés dans cette tranche? D'accord. Alors, la diminution du coût du risque S1 2021, en fait, je rappelle que S1 2021 alors, S1 2020, pardon, parce que la diminution, c'est par rapport à S1 2020. Je rappelle que S1 2020 était un semestre vraiment très, très particulier, puisque là, on a connu le confinement quasiment à 100%. Et c'est là qu'on a commencé à constituer nos provisions prospectives du fait de la situation sanitaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas la diminution du coût du risque au S1 2021 qu'il faut... Là, c'est dire que S1 2020 était fortement impacté par la constitution de provisions prospectives du fait de la situation sanitaire. Le risque S1 2021 est un risque, j'ai envie de dire, un coût du risque qui est prudent, d'accord, bien sûr, puisque c'est notre vocation que d'être prudent, mais c'est un coût du risque qui n'a pas, je dirais, qui est presque normal, voilà, j'ai envie de dire, voilà. Est-ce que pensez-vous que cette tendance pensez-vous que cette tendance devrait se poursuivre sur le S2 en termes d'amélioration de la situation économique? Oui, oui, bien sûr. Nous sommes persuadés que les choses ne seront meilleures que meilleures lors du second semestre. Il y a certains secteurs pour lesquels je pense il faut quand même un signal fort. Je pense particulièrement au secteur du tourisme. Et au secteur de la restauration et de tout ce qui tourne autour de la restauration, donc événementiel, etc. Donc je pense que ce sont deux secteurs c'est les secteurs qui ont été les plus impactés, et il me semble qu'ils ont besoin d'un signal fort de la part des autorités pour pouvoir repartir de plus belle. Quels devraient être les... Alors peut-être avant... Oui, juste un petit mot. La question qui est relative à l'évolution de la marge nette d'intérêt. Juste donner les encours à fin juin et les encours à oui. fin juin 2020 et les encours à fin juin 2021. Absolument, Président. Donc il y a une évolution des encours qui est quasiment des encours moyens d'environ 4 milliards. Donc du coup, répartis sur l'ensemble des secteurs, comme vous l'avez rappelé, Président, que ce soit la partie entreprise, que ce soit la partie promotion immobilière, que ce soit la partie aussi financement de crédit à l'habitat. Et ça a géré un effet volume qui arrive largement à compenser l'effet taux, d'où de l'évolution des taux de rendement des emplois. Mais il faut aussi rappeler, Président, qu'au niveau de passif, donc on a une optimisation du coût des ressources liée à l'évolution des nos ressources à vue qui permettent d'en avoir un coût de ressources qui est en optimisation, optimisé par rapport au niveau de décembre. Donc c'est un effet conjugué. Comme la marge d'intérêt, comme le dit son nom, c'est une marge entre les produits d'intérêt et la charge d'intérêt. Donc c'est un effet conjugué entre la bonne évolution des encours crédits, mais aussi l'optimisation des coûts des ressources de façon importante. Quels devraient être les relais de croissance de la banque aujourd'hui? Bon, je pense que la banque a encore des relais de croissance en interne, en endogène, d'accord, sur des segments de clientèle, et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Il y a encore des choses à faire en interne et nous sommes en train de travailler dessus. Voilà. Qu'en est-il des dispositifs de relance et à combien s'élèvent les crédits octroyés dans cette tranche? Donc j'appelle Sizrini, c'est lui qui gère les encours.
enfin, moi, pour la première partie de la question, on est très actif là-dessus dans le marché, puisque même au niveau de la promotion immobilière, on a une part de marché qui est supérieure à la part de marché naturel du CIH, qui tourne autour entre 4,5 et 5. Alors que sur la promotion immobilière, on est plutôt à 8, 9, que ce soit sur la relance pro TPE ou que ce soit sur Intelaka qui là aussi fait l'objet d'une animation très active, et auprès de l'ensemble de notre réseau. Je ne sais pas si tu as des chiffres peut-être. Oui, 1200, 620 millions de dirhams. Voilà. Bon, c'est une partie. C'est ça que je parlais. Ah, tu parlais. Alors, on en a traité 500. D'accord. 500 dossiers. Donc, bien sûr, c'est un programme qui clôturé, absolument. D'accord. Pour un encours global de 124 millions. D'accord. Mais là, c'est des petits dossiers. Ok, merci. Pardon? Ce que dit... Ah, donc il faut que je répète. Donc, bon, pour simplifier, 1200 dossiers sur le volet pro TPE pour 620 millions de dirhams. Voilà. Voilà. Alors, pouvons-nous avoir une explication plus détaillée de la baisse du coût du risque qui a quasiment baissé de moitié? D'accord. Bon, je pense que j'ai donné les éléments de réponse. Hein. Est-il possible d'avoir le montant des provisions de CH Bank, un chiffre de vos PRG? Ils sont visibles sur nos comptes. Hein. Quels sont les premiers éléments concernant l'ouverture des comptes à distance? D'accord. Vous avez été certifié par la banque assurance, entre autres. Où est le CH de cette activité? Où en est le CH de cette activité? D'accord, ok. Le coût du risque, je pense que je l'ai assez expliqué, hein, je l'ai assez commenté. Est-il possible d'avoir le montant des provisions de CH Bank? Oui, bon, je pense dans nos comptes. Bon, l'ensemble des provisions de CH s'élève à 3 milliards, je crois, c'est ça? 3 milliards, bon. Globalement, je pense qu'on doit être à 3 milliards 3, l'ensemble des provisions. L'ensemble des provisions, y compris la PRG. Je pense que la PRG doit tourner autour de 1 milliard 2 ou 1 milliard 3, voilà. Mais c'est des choses, voilà. Quels sont les premiers éléments concernant l'ouverture des comptes à distance? Ce sont des éléments très positifs. Alors, je rappelle que le processus d'ouverture de compte à distance, c'est la nouvelle version du processus d'ouverture des comptes à distance. Parce que le passage en agence du client, où il pratiquement refaire l'ouverture, on faisait pratiquement 2 fois. Là, la nouvelle version, c'est une nouvelle version qui permet au client de scanner, comme le dit notre publicité, permet de scanner son identité, elle permet de prendre un selfie et elle permet de signer, d'accord? Et de ce fait-là, donc moyennant, je dirais, une communication vidéo à distance, d'accord, qui est faite dans la foulée, le client bénéficie tout de suite de l'ouverture de compte, de son RIB, et donc il peut quasiment utiliser son compte tout de suite. Bien sûr, il lui manque le moyen de paiement. Le moyen de paiement étant une carte aujourd'hui, c'est le moyen de paiement le plus actif. Il doit passer en agence. Aujourd'hui, il doit encore passer en agence pour aller chercher son moyen de paiement. Mais les équipes travaillent pour améliorer même cette phase-là. Donc, les premiers éléments. Alors, j'ai envie de dire que 20%, Khalid. Aujourd'hui, 20%. Ouais, voilà. 20% des comptes que nous ouvrons se font à distance. Voilà. Vous avez été certifié pour la banque assurance ou on a le CH dans cette activité. Écoutez, nous sommes très actifs. Notre portfolio est pratiquement complet. Voilà. Il est vrai que sur cette activité, nous sommes venus quasiment en dernier par rapport aux autres banques. Nous commençons à constituer, notamment au niveau de l'épargne, des chiffres qui commencent à être conséquents. Donc, on est présent. Je rappelle que notre principal partenaire, c'est Atlanta Sanad, et les choses se passent très bien entre nous. La certification que nous avons faite, justement, j'en parle parce que notre souhait, c'est que cette certification ne s'arrête pas là où on est.
Cette certification aujourd'hui, on l'a faite essentiellement sur le CIH. Demain, nous voulons avoir une certification commune entre nous-mêmes et notre producteur, à savoir Atlanta Sanad. Voilà, et nous travaillons sur cela. Voilà. Pardon? Oui, oui, on me dit de nouveaux produits. Absolument, absolument. Oui, oui, on a de nouveaux produits pour les femmes, on a des produits pour la santé. Pour la santé. Bon, voilà. D'autres questions? Plus de questions. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, merci pour votre présence. Portez-vous bien. Et puis, j'espère que la prochaine fois, on fera ça de façon présentielle. Merci pour votre participation. Très bientôt.